si vous vous intéressez au développement des nouveaux LLM, vous avez sûrement dû rencontrer Mistral AI, le concurrent français d'OpenAI. Et parmi les modèles proposés par Mistral se trouve Mixtral 8x7b, ainsi que tout récemment le Mixtral 8x22b. Et d'habitude, ce qui précède un grand B comme ça, c'est un nombre de paramètres en milliards, comme l'AMA 3 8b qui possède 8 milliards de paramètres par exemple. Mais là, ce 8x7b ou ce 8x22b, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que non, Mixtral 8x7b n'a pas 56 milliards de paramètres. On va y répondre dans cette vidéo. Alors en fait, ce 8 fois quelque chose, ça indique que le modèle Mixtral est composé de plusieurs experts, c'est-à-dire des sous-modèles que l'on va interroger, et à partir de la réponse de ces experts, on va créer la réponse finale du modèle. Alors ça peut paraître encore abstrait, on va voir ça d'un peu plus près. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique s'appelle le Mixture of Experts, qu'on peut traduire par ensemble d'experts, et c'est souvent désigné par les lettres MOE. Donc cette technique du MOE, elle n'est pas réservée au modèle de langage. Aujourd'hui, elle est beaucoup utilisée pour cela, mais il faut savoir que ce n'est pas une technique inventée récemment, et on va l'illustrer ici sur le modèle le plus simple possible, un classifieur linéaire. Donc un classifieur linéaire, c'est un modèle capable de séparer des données par une droite seulement. Par exemple, ça peut être une seule couche de réseau de neurones. Bon, et bien prenons ce classifieur linéaire et essayons de lui faire résoudre ce problème. Donc séparer les données rouges des données bleues. Comme les données sont séparables par une droite, évidemment, il n'y aura pas de souci. Maintenant, on va complexifier le problème en voulant classifier ces données. Là, on le voit, les données ne sont plus linéairement séparables, et donc notre modèle ne saura plus les classifier. On a alors deux choix qui s'offrent à nous. Le premier, c'est de considérer un modèle plus puissant. Si le modèle original était une couche de réseau de neurones, qui est capable de séparer par une droite des données, on peut imaginer mettre plusieurs couches de réseau de neurones. En d'autres termes, on va agrandir notre modèle pour le rendre plus puissant. Et le second choix, c'est justement l'utilisation d'experts, deux dans notre cas. Ces deux experts, ça va être deux modèles linéaires, comme précédemment, dont chacun va se spécialiser. Le premier expert va par exemple se spécialiser dans la partie gauche du graphe, c'est-à-dire qu'il va se spécialiser sur les données pour lesquelles x1 est plus petit que 1. Et le second expert va lui se spécialiser sur les données pour lesquelles x1 est plus grand que 1. Et en plus d'introduire des experts, dans le cadre du MOE, on introduit également un routeur, qui va se charger de dispatcher l'entrée sur le bon expert. Donc ici, comme x1 est plus grand que 1, on envoie l'entrée sur le second expert. Et la sortie du modèle au global sera alors la sortie du second expert. Et si x1 est plus petit que 1, on utilise le premier expert, comme ici. Alors quel est l'intérêt de la seconde méthode, la méthode avec les experts ? Eh bien en fait, le calcul qu'on réalise pour classifier une donnée va être constant par rapport à la complexité du problème. Quand on est passé du premier problème au problème plus difficile, avec la stratégie qui consiste à juste prendre un plus gros modèle, on a allongé le temps de calcul d'une donnée. Parce que comme le modèle est plus gros, on mobilise plus de paramètres et les calculs sont donc plus lents. Au contraire, avec la seconde stratégie qui fait intervenir des experts, le temps de calcul d'une donnée est resté le même. Quand on prend une donnée, on n'utilise qu'un expert, au modèle linéaire, donc on y gagne en temps de calcul. Tout ça évidemment si on néglige le routeur. Voilà la clé du Mixture of Experts, le MOE. Concrètement, ça sert à rendre notre modèle plus puissant, lui faire résoudre des tâches plus compliquées, tout en gardant constant le temps de calcul du modèle. Si on reprend le cas de la manipulation de langage, on peut imaginer que chacun des experts se spécialise dans des tâches particulières. Un expert va s'attarder sur tout ce qui est en rapport avec la conjugaison, un expert se spécialisera sur le code, un autre sur le raisonnement, etc., etc. Ces spécialisations vont se faire pendant l'entraînement du modèle. Et c'est à l'inférence, lorsqu'une phrase va être générée, que le routeur va activer tel ou tel expert en fonction du contexte de la phrase. Donc ce système, c'est à peu près équivalent à avoir un gros modèle qui sait tout faire, sauf que le fait d'avoir des experts spécialistes plus petits, ça permet, comme on l'a vu, de réduire le temps passé à faire les calculs. Et ça, c'est très souhaitable pour pouvoir faire tourner ces LLM sur des applications comme ChatGPT ou même en local où les ressources sont limitées. Voilà pour la présentation générale de ce qu'est l'ensemble d'experts. On commence alors à comprendre pourquoi la notation Mixtral 8x7b. Ce sont donc 8 experts, 8 modèles, chacun a priori composé de 7 milliards de paramètres qui forment le modèle Mixtral. En fait, on va voir que c'est un peu plus subtil que ça, parce que comme j'ai dit en début de vidéo, Mixtral n'est pas composé de 56 milliards de paramètres, c'est-à-dire 8 x 7. Il en possède en fait 47 milliards. Alors pourquoi ? Pour comprendre ça, il faut savoir qu'un transformer est composé de deux types de couches. Les couches dites d'attention et des couches classiques de réseau de neurones MLP, qu'on appelle une couche dense. Eh bien en fait, on va appliquer le principe du MOE seulement sur les couches denses. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule couche dense, on va en avoir plusieurs en parallèle, qui vont chacune recevoir des mots différents en fonction de leur spécialisation et du contexte de la phrase. Il y a donc aussi un routeur qui va dispatcher au bon endroit les mots.
Il est à noter que l'entrée de la couche dense n'est pas un mot, en fait, mais un vecteur, qui représente un mot. Un vecteur ayant plusieurs centaines de dimensions. Donc le routeur, à partir de ce vecteur, va désigner le bon expert sur lequel on va envoyer ce vecteur. Donc si le vecteur représente par exemple un mot qui est en rapport avec la programmation, il va l'envoyer sur un expert spécialiste en cela. Alors évidemment, en pratique, c'est un peu plus nuancé. Il n'y a pas un expert qui sait coder, un autre qui se charge du raisonnement, etc. Et donc donner toute la charge à un même expert, ce n'est pas forcément une bonne idée, puisqu'on va se baser sur les prédictions de qu'un seul modèle. Autant utiliser les sorties de plusieurs experts pour avoir une sortie globale plus robuste. Donc en pratique, le routeur ne va pas envoyer le vecteur sur qu'un seul expert, mais sur K experts. Donc en général, K vaut 2. On va calculer les sorties de ces K experts, puis agréger leurs sorties pour obtenir la sortie finale de la couche dense MOE. Alors, on va rentrer un peu plus dans le technique brièvement. Voici les deux formules utilisées pour calculer la sortie globale. En fait, le routeur va donner une distribution de probabilité sur tous les experts. C'est noté ici par G ou bien gating dans le code. Sa distribution de poids, tous entre 0 et 1, elle va dire à quel point on veut utiliser tel ou tel expert, et donc on va la calculer de la manière suivante. Tout d'abord, on va donner X au routeur. Donc ça, c'est représenté par routeur de X dans le code, ou par une multiplication de X par une matrice dans la partie théorique, ce qui correspond au cas où le routeur est une simple couche linéaire, donc une multiplication par une matrice, et c'est très souvent le cas. Le routeur va alors donner en sortie ce qu'on appelle des logits pour chaque expert. Donc WG fois X, ça correspond à des logits. C'est-à-dire ces logits, c'est tout simplement un nombre pour chaque expert. Et plus ce nombre est grand, plus l'expert aura du poids. Donc dans l'exemple, les experts 1 et 4 auront un grand poids par rapport aux autres experts. On va alors sélectionner les K experts ayant les logits les plus grands. Et oui, on ne veut pas utiliser tous les experts, ça coûte trop cher en calcul, donc on va en sélectionner K seulement. Donc ici 2, et c'est fait au travers de la fonction topK, qui va en fait sélectionner les K experts ayant les plus grands logits. Concrètement, comment ça se fait? topK, il met égal à moins l'infini tous les logits sauf les K plus grands, comme on le voit ici. Et ces logits filtrés vont alors passer par la fonction softmax qui va bien nous donner une distribution de probabilité sur les experts. Donc toutes les entrées à moins l'infini vont donner un poids de 0 et les autres vont se répartir entre 0 et 1. Et pour calculer la sortie globale Y, on va calculer les sorties données par chaque expert, donc E indice I de X pour l'expert I, et les coefficientés par le poids donné par le routeur, Gx de I. Évidemment, les experts ayant un poids de 0 ne vont pas contribuer dans la sortie, donc autant ne pas calculer leur sortie pour un X donné. Voilà pour la partie un peu plus technique. Donc au final, pourquoi est-ce que Mixtral 8x7b ne possède pas 8x7b paramètres ? Eh bien parce que la notation 8x7b veut dire ceci. Mixtral est un modèle architecturé comme un modèle de 7 milliards de paramètres, et à chaque couche dense, il y a 8 experts en parallèle au lieu d'un. Voilà précisément ce que veut dire cette notation. Et donc quand on dit que Mixtral est architecturé comme un modèle de 7 milliards de paramètres, ça veut dire que tous les autres paramètres, notamment la dimension interne du modèle des modèles ou le nombre de couches, sont ceux utilisés pour un modèle de 7 milliards de paramètres. Donc on peut aussi voir ce 7 milliards comme étant le nombre de paramètres actifs lorsqu'on n'utilise qu'un seul expert, qu'un seul des 8 experts. Si on utilise 2 experts, et c'est le cas avec Mixtral, il n'y a donc pas 14 milliards de paramètres actifs, mais un peu moins, 13 milliards. Puisque dans les 7 milliards précédents, il y a déjà de comptabiliser les paramètres universels du modèle, qui sont communs à tous les experts, comme les paramètres des couches d'attention, etc. Donc si on rajoute un nouvel expert, on rajoute moins que 7 milliards de paramètres. Et donc si on comptabilise tous les experts, on aura donc un nombre inférieur à 8 fois 7 milliards. Voilà pour cette petite subtilité. La règle à retenir quand on voit un modèle comme ça, par exemple 8 fois 22b, c'est que le nombre total de paramètres du modèle ne vaut pas 8 fois 22 milliards, donc 176 milliards, mais un peu moins, 141 milliards dans ce cas, en général 20% moins. Donc ça, c'est le nombre de paramètres total du modèle. Et le nombre de paramètres actifs va dépendre du nombre d'experts qu'on choisit au moment de faire l'inférence. Donc pour les modèles Mixtral, en général, c'est 2 experts. Donc là encore, ça ne va pas être 2 fois 22 égale 44 milliards de paramètres actifs, mais un peu moins, c'est 39 milliards. On voit que cette notation 8 x 7b ou 8 x 22b, elle est un peu trompeuse, puisqu'en fait, elle ne nous donne pas directement ni le nombre total de paramètres, ni le nombre de paramètres actifs. Et c'est là qu'on voit en clair l'avantage du MOE. On génère avec un modèle apparent de 39 milliards de paramètres, mais en réalité, le modèle possède 141 milliards de paramètres. Donc c'est un grand gain de temps à l'inférence. Alors avant de passer aux inconvénients du MOE, 3 points sont à noter. Le premier, c'est que dire par exemple que Mixtral possède 8 experts, c'est faux, ou en tout cas ce n'est pas très juste.
Ce qu'on peut dire, c'est que Mixtral possède 8 experts par couche dense. Le premier expert de la première couche n'a en fait rien à voir avec le premier expert de la deuxième couche. Et quand on dit qu'on prend 2 experts par mot ou par token au moment de générer un mot, ça veut en réalité dire qu'on prend 2 experts par couche au moment de traiter un mot. Le second point, c'est qu'on parle souvent de modèles sparse en anglais ou bien clairsemés en français pour désigner des modèles comme Mixtral qui utilisent du MOE. Et ça, contrairement au modèle dit dense. En fait, sparse ou clairsemé, ça traduit l'idée qu'on va utiliser seulement certaines parties du modèle, des experts, contrairement à dense où l'on va utiliser l'entièreté du modèle. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas réellement attribuer une compétence macroscopique à chaque expert, et ça, eh bien, c'est en partie vrai. Ici, on voit pour les 8 experts de différentes couches, donc 0, 15 et 31 dans Mixtral 8x7b, on voit les scores de routing attribués par le routeur en fonction de la provenance de la donnée. Par exemple, Wikipédia, GitHub ou PhilPapers, qui est une base de données de documents de philosophie. Et finalement, on voit bien qu'il n'y a pas un expert qui va se spécialiser en philosophie, un autre dans la programmation, un autre en histoire, etc., etc. La spécialisation, elle se fait, mais à un niveau très difficilement interprétable. Voilà, alors avant de terminer la vidéo, on va passer aux inconvénients de cette technique du mélange d'experts. Le premier, c'est que bien qu'on n'utilise que 2 experts pour générer un mot, pour générer un paragraphe entier, on va être amené à utiliser tous les experts. Donc il faut que tous les experts, tout le modèle, soit chargé en mémoire vive, la VRAM pour le GPU. Donc Mixtral 8x7b, il n'a que 13 milliards de paramètres actifs, donc ça c'est pas beaucoup, mais il faut quand même prévoir l'espace mémoire pour accueillir un modèle de 47 milliards de paramètres. Ça réduit donc le temps de calcul, mais pas la mémoire prise. Donc ce n'est pas vraiment un inconvénient en soi, mais plutôt quelque chose à prendre en compte. Et enfin, on peut parler du fine-tuning de ces modèles, leur surentraînement. Avoir différents experts peut des fois rendre ce surentraînement un peu plus subtil. Alors c'est totalement possible d'en faire un, mais c'est vrai que notamment avec Mixtral, on a un peu plus de mal qu'avec les autres modèles denses. Voilà pour cette vidéo sur le MOE, on pourrait continuer longtemps, par exemple sur les techniques d'entraînement pour être sûr qu'il n'y ait pas un expert qui soit tout le temps délaissé, etc. Mais je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur ce qu'est le MOE. Il y a des liens en description si vous souhaitez en savoir plus ou pour voir comment on implémente ça en PyTorch. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager.